Tu regardes par la vitre et tu vois les arbres s'agiter furieusement. Les vents sont si puissants qu'ils arrachent pratiquement tout ce qui se trouve dans la rue. Il y a aussi des trompes d'eau qui te tombent dessus. Tu conduis aussi vite que tu peux, mais soudain, ta voiture s'arrête. Tu as déjà entendu les termes typhon, cyclone et ouragan, mais tu ne sais probablement pas ce qui les différencie. Le terme scientifique officiel pour les trois est tempête tropicale. Bien qu'il s'agisse pratiquement de la même chose et qu'ils se forment de la même façon, ils diffèrent selon l'endroit où ils se produisent. Les ouragans sont ceux qui se forment au-dessus de l'océan Atlantique ou à l'est de l'océan Pacifique. Les cyclones tropicaux sont comme des turbines géantes, alimentées par de l'air chaud et humide. Ils se forment uniquement au-dessus des masses d'eau océanique chaude près de l'équateur. L'air chaud et humide qui entoure l'océan s'élève et laisse de l'air à basse pression près de la surface. Ensuite, l'air qui se trouve au-dessous devient humide et chaud et s'élève à son tour. Le cycle se poursuit, l'air chaud s'élève et comprime la basse pression près de la surface, qui remonte après cela sous forme d'air chaud et humide. Lorsque l'air chaud et humide se refroidit, il forme des nuages. Ces nuages créent les tempêtes tropicales que nous craignons tous. Les tempêtes tournent dans le même sens que la rotation de la Terre. Ainsi, les tempêtes au sud de l'équateur tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, et les tempêtes au nord de l'équateur tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'œil du cyclone apparaît lorsque la tempête se met à tourner si rapidement que son centre s'éclaircit en raison d'une plus faible pression atmosphérique. Mais il faudrait que tu le regardes d'en haut pour le voir, ce qui est super risqué. Les tempêtes tropicales se déplacent généralement à environ 63 km/h. Les cyclones tropicaux sont beaucoup plus rapides, environ 119 km/h. Ils sont aussi connus sous le nom d'ouragans. Si tu te tiens à l'extrémité du pôle Nord ou du pôle Sud, la rotation de la Terre te semblera s'arrêter, même si le reste du monde continue de vivre dans l'alternance du jour et de la nuit. Au pôle, les nuits sont vraiment longues et les jours peuvent durer des mois. À l'équateur, l'alternance jour-nuit est réglée sur la circonférence de la Terre, qui est d'environ 40 000 km. La force de Coriolis fait que les vents qui parcourent de longues distances autour de la Terre semblent se déplacer selon une courbe plutôt qu'une ligne droite. Et à cause de la forme unique de la planète, les vitesses diffèrent. Cela affecte également la force de Coriolis et les ouragans. Étant donné que la trajectoire d'un phénomène atmosphérique donné ne sera pas incurvée par rapport à la surface de la Terre au niveau de l'équateur, la force de Coriolis sera égale à 0. Au départ d'un ouragan, il y a l'eau chaude des profondeurs de l'océan. Tout commence dans les couches moyennes humides de l'atmosphère, qui sont elles-mêmes recouvertes d'une atmosphère froide. Il faut aussi des vents faibles et des perturbations de surface. Et cela peut s'étendre sur environ 500 km autour d'une grande étendue d'eau, à partir de l'endroit où se trouvera le centre d'un grand ouragan. La bonne nouvelle, c'est que les ouragans s'affaiblissent lorsqu'ils approchent des terres, parce que l'eau chaude au milieu de l'océan ne leur fournit pas l'énergie dont ils ont besoin pour conserver leur force initiale. Mais ils feront quand même des dégâts considérables en raison des vents forts et de la pluie. En 1900, l'un des plus gros ouragans a eu lieu près de l'Amérique centrale et dans le golfe du Mexique. Il est ensuite allé jusqu'à la Floride et le Texas et est considéré comme l'ouragan le plus dévastateur de l'histoire des États-Unis. Il a été détecté pour la première fois le 27 août et a duré plusieurs jours. Lorsqu'elle a atteint les côtes du Texas, la tempête s'était transformée en ouragan de catégorie 4. Les ouragans sont classés en fonction de la vitesse et de l'intensité des vents à l'aide d'une échelle appelée échelle de Saffir-Simpson. Il existe 5 catégories différentes, allant de 1 à 5, 1 étant la plus faible et 5 la plus forte. Lors d'une tempête de catégorie 1, les vents se déplacent à une vitesse comprise entre 119 km/h et 153 km/h. Tu peux t'attendre à ce que certains arbres soient déracinés et à la destruction de quelques mobil-homes. Elle peut gravement endommager les maisons et provoquer d'importantes coupures de courant. Les ouragans de catégorie 5 atteignent une vitesse de plus de 250 km/h et ne laissent rien sur leur passage. Ils peuvent même détruire complètement certains bâtiments qui s'écrouleront sur leur fondation. Et plus les vents sont rapides, plus les dégâts sont importants. Il faut aussi s'attendre à de nombreuses inondations. Les habitants de Galveston, au Texas, ont eu moins de 4 jours pour se préparer à l'arrivée de la tempête qui s'est étendue jusqu'en Oklahoma et au Kansas, avec des crues soudaines de 6 mètres. Le grand ouragan s'est ensuite dirigé vers les Grandes Plaines, puis les Grands Lacs, la Nouvelle-Angleterre et a atteint le sud-est du Canada. La tempête était si violente que plus de 3600 maisons ont été endommagées, mais elles étaient assez solides et ont finalement pu résister.
Compte tenu de la densité de population de l'époque, cela équivaut à des centaines de milliers de maisons détruites, voire des millions. Le total des dommages matériels s'élevait alors à environ 30 millions de dollars, ce qui serait beaucoup plus aujourd'hui en raison de l'inflation. Après le passage de la tempête dévastatrice, les habitants de Galveston ont construit une digue de 6 km et ont élevé le niveau de la ville de près de 5 mètres. Finalement, ils ont prolongé les digues jusqu'à 16 km, juste au cas où. Si une tempête comme celle de Galveston frappait à l'époque moderne, il n'y aurait pas assez d'abris pour tout le monde. La population a considérablement augmenté partout dans les zones où la tempête a frappé en 1900. Alors imagine-toi assis dans ta voiture en train d'écouter les dernières nouvelles. On indique qu'une tempête vient de frapper le golfe du Mexique et plus à l'est, la région de Cuba. Ce n'est pas grave puisque tu es au Texas. Alors tu rentres chez toi en voiture. Il y a beaucoup de monde dans les stations-service et dans les supermarchés. Les bulletins indiquent maintenant que la tempête va probablement prendre de l'ampleur et frapper l'endroit où tu vis. Bon, maintenant, tu peux commencer à paniquer. Tu veux faire des courses pour te préparer à la tempête qui approche, mais tous les rayons sont vides. Tout le monde se bouscule comme dans un concert de rock. Tu attrapes tout ce que tu peux trouver et tu retournes à ta voiture. Tu as la chance d'avoir acheté quelques litres d'essence supplémentaires juste au cas où. Tu roules de supermarché en supermarché pour essayer d'obtenir quelques produits en plus, mais tu n'as pas de chance. Finalement, tu trouves un endroit qui propose encore quelques produits essentiels. Tu commences à remplir ton panier lorsqu'un bulletin annonce l'évacuation de la population. Tu n'as que quelques heures pour partir. Mais tu as laissé ton chien à la maison. Tu roules d'un embouteillage à l'autre pour regagner ton quartier. L'endroit est complètement déserté. Tu vas chercher ton toutou chéri et tu attrapes quelques affaires importantes avant de partir. Il ne te reste que peu de temps et tu peux déjà commencer à sentir les vents qui viennent de l'océan tout proche. Les informations annoncent que l'ouragan a déjà frappé la Floride. Tu montes dans ta voiture, mais elle ne démarre pas. Comme tu roulais très vite, tu ne t'es pas rendu compte que tu avais vidé ton réservoir d'essence. Heureusement que tu as pris ces bidons supplémentaires avec toi. Avec un réservoir à demi rempli, tu peux sortir de la ville et gagner un endroit sûr où tu retrouveras tout le monde. Les vents sont de plus en plus forts. Il est impossible d'aller plus vite que la tempête. Il n'y a personne en vue. Ils sont tous partis plus tôt. Il se met à pleuvoir à verse. Tu vois des arbres se balancer violemment. Finalement, tu trouves quelque chose qui ressemble à un grand abri. En t'en approchant, tu t'aperçois qu'il s'agit d'un centre commercial abandonné. Et c'est alors que le pire se produit. Tu comprends que tu as roulé dans la mauvaise direction pendant tout ce temps. Tu sors quelques instants de ta voiture pour t'étirer et réfléchir à ton itinéraire à partir de ce point. Les vents sont si forts que tu retournes à ta voiture et tu découvres que ton chien s'est enfui. Tu ne le trouves nulle part. Tu roules un peu et tu l'appelles, mais il ne répond pas. Tu le vois enfin derrière des buissons en train d'aboyer. Tu cours vers lui et tu constates qu'il a trouvé un abri souterrain abandonné idéal. Les vents ont maintenant atteint un point critique et il t'est impossible de reprendre la route. Tu rassembles tes affaires et tu descends. L'abri est tout équipé et il y a même un lit. Tu entends le vent et la pluie au-dessus de toi et tu te blottis contre ton chien. Le lendemain, en te levant, tu vois que ta voiture a été projetée sur une autre route et qu'il n'y a plus un seul arbre en vue. Mais bon, tu as au moins la chance d'avoir survécu à l'une des tempêtes les plus puissantes de tous les temps.